Vittorio De Sica a commencé à se faire connaître comme comédien. Il a eu beaucoup de succès, il a travaillé pour le cinéma, mais aussi pour le théâtre et la radio. Et progressivement, il s'est dirigé vers la réalisation et il s'est effacé au profit des sujets qu'il voulait évoquer et qui s'éloignaient assez nettement de la comédie populaire et du cinéma dans lequel il s'était illustré. Il arrive à un moment très particulier de l'histoire du cinéma italien, qui est le mouvement du néoréalisme. En 1945, juste après la guerre, il y a un cinéma qui s'installe et qui s'inscrit en opposition à un mouvement précédent qu'on a appelé le mouvement des téléphones blancs, en référence aux intérieurs cossus et bourgeois de cette comédie et de ces bluettes un peu à l'eau de rose financées par le régime fasciste et avec lesquelles il s'agit vraiment de rompre définitivement. C'est Roberto Rossellini dans Rome, ville ouverte, qui en 1945 va initier le mouvement avec un cinéma direct qui aborde la réalité telle qu'elle est et qui notamment va, du fait de son manque de moyens assez criant, proposer une esthétique totalement novatrice, un cinéma brut en prise directe avec le réel et qu'on va interpréter au départ comme étant une volonté de proposer une esthétique nouvelle, alors qu'en réalité c'est principalement le manque de moyens qui génère ce moyen d'expression. Le nouveau réalisme est né, il va durer un certain temps, et Vittorio De Sica va l'intégrer avec une tétralogie en fait, de films qui commenceront avec Sciuscia en 1946, un film sur des enfants cireurs de chaussures, puis Le voleur de bicyclette en 1948, l'un des films vraiment qu'il a laissé dans la postérité, et Miracle à Milan en 1951. En 1952, il veut poursuivre cette idée en traitant notamment de la retraite pour avoir un panel complet, puisqu'avec le voleur de bicyclette, il évoquait un employé, un colleur d'affiches qui a besoin de son vélo pour pouvoir aller coller des affiches dans toute la ville et qui à un moment se le fait voler. Et il évoquait aussi dans Miracle à Milan les camps de marginaux et la vie des clochards et des laissés pour compte, avec un final un peu plus fantastique et qui faisait une entorse par rapport au néo-réalisme. Là, il s'agit donc d'évoquer la retraite et cet âge-là dans une situation évidemment sociale qui est difficile. Pour ça, il travaille avec un scénariste qui s'appelle Cesare Zavattini, qui est quelqu'un avec qui il a fait la majeure partie de sa carrière. C'est quelqu'un qui vraiment représente dans son écriture la quintessence du néoréalisme. Ils sont en parfaite osmose et il a déjà travaillé sur les 3 films précédents qu'on a évoqués, même certains d'encore plus tôt dans sa carrière. Et ils ont une vision tout à fait similaire de ce qu'ils veulent illustrer. Et ils travailleront d'ailleurs à 26 reprises ensemble, et Zavattini l'accompagnera vraiment jusqu'à la fin de sa carrière en 1974. Pour ce qui est du casting, De Sica a une manière de travailler assez nette. Il veut des comédiens qui sont non professionnels. Ce qui l'intéresse, c'est de trouver des gens qui sont de la ville, qui sont de l'endroit où il filme. Il avait d'ailleurs, pour l'anecdote, refusé une proposition qui lui avait été faite au moment où il avait commencé à chercher des financements pour Le voleur de bicyclette, où un studio américain lui avait proposé de financer une partie du film, en échange que Cary Grant interprète le fameux personnage principal, ce qui pour lui paraissait absolument inapproprié parce que ça n'allait pas du tout dans l'état d'esprit. C'est quelque chose qui se faisait pas mal à l'époque et qui ne posait pas de problème au niveau de la langue, puisque tous les films à cette époque-là, particulièrement en Italie, étaient post-synchronisés. On le voit par exemple avec Anthony Quinn dans La Strada de Fellini en 1954, c'est un exemple parmi d'autres. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est d'avoir des personnages qui ne sont pas connus à l'écran et qu'on va vraiment découvrir, qu'on va connaître au travers du récit. Il va donc, comme il l'a fait pour d'autres films, sortir dans la rue et aller à la rencontre du peuple. Il se met à une sortie d'usine et il voit un homme passer et il va le voir et il lui dit « Vous êtes Umberto ?» Et l'autre lui répond « Non, je suis Carlo Battisti. » Et il dit « Oui, mais vous allez jouer dans mon film, vous êtes la personne que je veux. » Il s'avère qu'en réalité, cette personne ne sort pas du tout de l'usine, mais passe par là. C'est un professeur de la faculté, professeur de philologie, qui est sur le point de faire passer des mémoires de maîtrise de linguistique. Et il lui explique qu'il n'est absolument pas comédien et qu'il n'est pas question qu'il joue dans son film. Et De Sica, avec toute son équipe, le suit et lui dit « Mais on va vous accompagner ». Il l'accompagne pour la soutenance. Et le
petit étudiant qui soutient son mémoire ce jour-là se retrouve avec une assemblée absolument inattendue qui l'applaudit à tout rompre à la fin de sa soutenance, et c'est quelque chose d'assez mémorable. Et il continue à poursuivre donc ce malheureux professeur qui lui dit au bout d'un moment, mais écoutez, de toute façon, je ne tournerai pas de bout d'essai avec vous, c'est pas envisageable. Et en fait, De Sica lui a appris qu'il l'a déjà filmé un peu à son insu et qu'il est absolument parfait pour le rôle. Il finira donc par accepter, ce sera son seul rôle. Il a joué uniquement dans ce film-là, et il écrira d'ailleurs un petit livre quelques années après sur son expérience avec Vittorio De Sica. Ce sera la même chose pour la jeune fille, Maria Pia Cozzello, qui joue la bonne. C'est une jeune femme en fait qui apprend que De Sica va faire des auditions pour ce prochain film, et elle y va avec une amie parce que ce qui l'intéresse, elle, c'est de voir des actrices et éventuellement des stars. Et elle est donc dans les balcons, elle assiste aux auditions, et c'est là que De Sica la repère en disant voilà, c'est elle que je veux. Et elle n'était absolument pas destinée à devenir comédienne. Et elle jouera encore 3 films d'ailleurs avec De Sica. Le tournage se passe de façon assez simple. De Sica, c'est lui-même étant acteur de formation, exactement ce qu'il veut dans la manière dont les personnages ont été écrits, et il a des échanges assez longs avec les comédiens pour leur expliquer ce qu'il attend d'eux, sachant qu'à partir du moment où il leur a donné les indications, il ne s'agit pas de les forcer, et il faut vraiment qu'ils sentent le personnage et qu'ils se l'approprient. C'est la raison pour laquelle il va y avoir un moment une adaptation à faire avec Carlo Battisti, parce que il n'a aucune affinité avec le chien. L'une des premières scènes, c'est celle de la fourrière, et il explique qu'il trouve que ce chien a un regard totalement stupide et qu'il n'y a aucune connexion qui passe. Et à ce moment-là, De Sica dit bon, on va pas pouvoir avancer comme ça, et donc il l'emmène choisir un nouveau chien qui ressemble un peu au précédent, parce qu'ils ont déjà tourné quelques séquences, et il s'avère que Battisti a le coup de cœur pour un autre chien avec qui le courant passe immédiatement, et tourneront tout le reste du film. Et donc, si on est très attentif, il y a effectivement 2 chiens. Ils n'ont pas toujours exactement les mêmes taches au niveau du visage, etc. Mais en tout cas, à partir de là, il y aura une vraie complicité qui va se construire entre l'animal et le comédien, et qui va permettre au film de se dérouler. Le film sort donc en 1952. Il est présenté au Festival de Cannes, où De Sica était déjà présent l'année précédente avec Miracle à Milan, qui avait obtenu le Grand Prix. Le Grand Prix, c'est l'ancêtre de la Palme d'Or, c'est à l'époque la récompense la plus prestigieuse, et il figure parmi les favoris du jury. Mais à ce moment-là, il y a Giulio Andreotti, qui est le secrétaire d'État au tourisme et au spectacle, qui intervient de manière assez tonitruante, à la fois au niveau du Festival de Cannes, mais aussi dans la presse italienne, pour expliquer qu'il en a assez, à travers une lettre ouverte, il en a assez de ce cinéma, notamment du néoréalisme, qui salit l'image italienne. On est au début des années 50, on a l'essor économique qui commence à vraiment se mettre en route, et sachant qu'il s'occupe à la fois du tourisme et du spectacle, il trouve que c'est donner une image misérabiliste et un peu honteuse du pays, et qu'il faudrait véhiculer quelque chose d'autre, une nouvelle image à travers d'autres productions. Ça va causer du tort à De Sica, et ça va créer une pression sur le jury, qui va finir par préférer un autre film qui s'appelle Dessous d'espoir, et qui, comme son titre l'indique, est un petit peu plus riche d'espoir, mais il n'est pas resté pour autant dans les mémoires. Et c'est donc ce film-là qui obtiendra le Grand Prix. Le film n'a pas un grand succès en salle, et comme souvent, De Sica en fait éponge un petit peu ses insuccès en tant que réalisateur par le fait qu'il continue sa carrière en tant qu'acteur dans des films assez populaires, et qui lui apporte de l'argent suffisant pour pouvoir maintenir un équilibre, un peu comme le faisait d'ailleurs à la même époque Orson Welles, qui en tant que réalisateur s'endette beaucoup et essaye d'équilibrer avec son travail d'acteur. Ça reste néanmoins son film préféré, peut-être aussi du fait qu'il n'a pas eu le succès qu'il espérait, et alors que lui y est particulièrement attaché. Et c'est aussi un film qui compte beaucoup dans la carrière de Martin Scorsese, qui a fait notamment un documentaire sur le cinéma italien, et qui explique qu'on est ici un petit peu l'apogée, la quintessence du cinéma de Vittorio De Sica. Donc c'est un film qui, comme on le disait, arrive à une espèce de sommet de ce que peut être l'écriture du néoréalisme. Parce que par la suite, il va certes poursuivre sa carrière avec Zavattini à l'écriture, mais ils aborderont de nouveaux pans du cinéma, et notamment la fameuse comédie italienne des années 50 et 60.
Mais ici, ils arrivent vraiment au sommet de ce qu'ils veulent faire. En abordant la question de la retraite, ils vont s'interroger sur justement une autre catégorie de laissés pour compte, à savoir ces personnes qui ont travaillé toute leur vie, qui sont méritantes et qui pourtant en fait ne servent plus à rien. Le fait qu'ils soient un fonctionnaire insiste aussi sur cette idée d'une espèce de rouage de la grande machine qui est devenue une pièce hors d'usage et des personnes dont on ne sait pas quoi faire et qui sont d'une certaine façon inassimilables. Et cette question d'appartenance au fonctionnariat, elle est évidemment très présente dans la séquence d'ouverture qui va vous montrer une évolution assez nette dans la manière de découper les scènes pour isoler progressivement le personnage principal. La première image qu'on a, c'est cette grande artère dans laquelle une foule arrive de manifestants, relativement compacte, même si on voit bien que la vie continue autour, dans une relative indifférence, les voitures, etc. Et la première véritable image dynamique, c'est celle de ce bus qui arrive et qui, littéralement, tranche ce groupement-là et qui n'a absolument pas l'intention de s'arrêter. Donc la vie continue, la ville est indifférente à ce qui se déroule devant leurs yeux. Et la suite ne fait que le confirmer, puisque la seule chose qu'on leur dit, c'est qu'ils n'ont pas le droit, ils n'ont pas eu d'autorisation. Et la dispersion par la police se fait alors que les policiers restent dans les voitures. On a pas mal de plans vus depuis les jeeps où on les disperse exactement comme on le ferait d'un troupeau d'une certaine manière. Et ils s'égaillent dans tous les coins et ils se retrouvent à 3. Et même dans ce trio, Umberto est le seul qui a des dettes. Les autres disent « Ah, moi je n'ai pas de dettes » et il est définitivement isolé. Donc on a vraiment cette progression-là qui arrive du collectif, un collectif qui n'arrive pas à occuper l'espace, qui n'est pas entendu, qui n'existe pas, à cette solitude même au sein de ce groupe-là, qui n'arrive pas à faire corps, qui n'arrive pas à véritablement être solidaire. Et c'est quelque chose qu'on va revoir dans toute la suite du récit, puisqu'à chaque fois qu'ils croisent une ancienne connaissance, on va voir des gens qui s'entretiennent quelques minutes avec lui, mais qui très vite veulent partir, qui très vite regardent hors cadre, essaye de trouver un motif pour s'en aller, parce que face à lui, c'est simplement la gêne, puisque tout simplement, personne n'a de solution. Et ce film, c'est un film sur l'indifférence, mais aussi sur la solitude, et la manière dont un être, progressivement, est isolé. Toutes les personnalités qui occupent une certaine série de fonctions autour de lui sont des gens qui sont là pour progressivement lui fermer les portes et lui faire comprendre qu'il est de trop, et qu'il n'a pas sa place dans cette ville, dans cette société. C'est un film qui, justement, sur tous les aspects qui peuvent composer la vie d'un individu, le montre comme étant inapproprié. Au niveau du temps, bien entendu, puisque c'est un personnage qui n'a plus de projet à construire, qui n'a plus rien à entreprendre, qui n'a plus d'horizon d'attente. Au niveau de l'espace aussi, cet espace collectif qui a été dispersé dès le départ, mais aussi évidemment sa chambre, dans laquelle on voit au départ que sa chambre elle est louée pour des couples adultères et qui fait aussi écho au fait que lui ne vive évidemment pas en couple. C'est une espèce de contrepoint un petit peu cruel et qui finira par être carrément troué, dans laquelle il n'y a absolument aucune intimité. La lumière, le son, le travail sur le son insiste beaucoup sur l'agressivité permanente de ce monde. On le voit à travers le bruit constant du tram, mais le chant aussi, les bruits des fanfares militaires, etc. est quelque chose qui, en permanence, rend inconfortable sa situation et insiste sur l'hostilité du monde qui l'entoure. La vie, d'ailleurs, dans cet appartement peut être vue aussi comme une sorte de petit écho à ce fameux cinéma des téléphones blancs. Cette logeuse, c'est justement cette bourgeoise, qui est d'ailleurs une actrice assez connue, c'est la seule de la distribution, et qui, justement, à travers ces petites intrigues, à travers ce joli plan, à travers le trou de serrure, on a une espèce d'accès au mélodrame, à quelque chose d'un petit peu tourné en ridicule et qui tranche avec, évidemment, la vie réelle de cette bonne et de ce retraité. Donc, plus on avance, plus il se dépossède, et on le voit aussi, il vend ses possessions, sa montre, puis il va essayer de se débarrasser de la seule personne, le seul être auquel il tenait, à savoir son chien, et on aboutit à cette dépossession totale, où le seul geste décisif qui semble être envisageable, c'est celui du suicide. Néanmoins, on a dans la tonalité un contrepoint qui est apporté assez rapidement pour ne pas sombrer dans le misérabilisme. Et c'est celui d'une certaine forme d'humour. C'est un personnage qui
d'une certaine façon, est un peu espiègle. On le voit notamment lorsqu'il est à l'hôpital et qu'il essaye de jouer un petit peu la comédie du chapelet pour pouvoir être intégré et obtenir un minimum de confort par les conseils de son comparse à côté. On le voit aussi dans toute une gestuelle. Et De Sica, hein, c'est très net, rend hommage à Chaplin. C'est un cinéaste qu'il admire beaucoup. Et on le voit à travers la posture, le costume de son personnage, mais aussi justement certaines scènes dans la manière qu'il a, la politesse permanente, la délicatesse, la vulnérabilité, apporte une certaine poésie et quelques touches d'humour à travers notamment cette très belle scène lorsqu'il se résout à mendier et qu'il finit par tourner la main par pudeur, comme s'il essayait de voir si la pluie était sur le point d'arriver. Donc ce jeu de gestuelle, évidemment, c'est quelque chose qui renvoie un peu aussi au cinéma muet. Et bien entendu, le chien va renvoyer à toute cette esthétique de manière assez flagrante. Vous avez des références évidemment au cinéma de Chaplin à travers Le Kid, cette image de la misère, mais aussi Une vie de chien, hein, qui est un moyen métrage, dans lequel le personnage du chien évidemment est fondamental. Et ici, pourquoi c'est intéressant? Parce que justement, c'est un être dont le langage se passe des mots. Toutes les séquences avec le chien sont des séquences d'une certaine façon muettes et dans lesquelles pourtant beaucoup de choses se disent en termes d'affect, en termes de relations, en termes de liens et même de pathétique, si vous voulez. Et c'est la raison pour laquelle un certain nombre d'animaux peuvent avoir des rôles importants dans le cinéma muet. C'était le cas dans The Artist, par exemple, aussi. Et c'est pas pour rien, parce qu'ils développent évidemment un langage à part entière. Dans ce mélange entre la tonalité justement pathétique et comique, on va trouver vraiment l'écriture de ce cinéma de Sica et Zavattini. C'est une écriture de l'épure, c'est une écriture qui va à chaque film essayer d'élaguer le plus possible. Si on compare Umberto Di au voleur de bicyclette, on voit que c'est un film qui est moins doloriste, qui est moins romanesque, qui est moins lyrique, justement. On cherche quelque chose de plus quotidien, de plus épuré, avec des moments de l'histoire, c'est particulièrement vrai au début, où il ne se passe absolument rien, et on joue sur une durée qui peut être assez déconcertante. Là, c'est vraiment un parti pris qui consiste à essayer de voir un déroulement du temps qui n'est pas tendu vers quelque chose qui va être de l'ordre de l'événementiel et qui va être dans une intrigue palpitante où chaque séquence implique la suivante. On a un certain nombre de séquences dans le film qui sont des séquences décrochées et qui pourraient tout à fait être retirées, qui n'ont pas d'incidence, si vous voulez, sur la suite du récit. Et ça, c'est quelque chose qui est assez audacieux et qui, évidemment, atteint son apogée dans cette très belle séquence du réveil de la bonne, qui est vraiment un moment où on prend le temps réel, hein, de son lever et de tous ces actes quotidiens, tous ces gestes qu'elle fait dans son travail et qui laisse affleurer d'une manière extrêmement délicate toutes les émotions qu'il y a à travers une main sur le ventre et à travers une larme qui est à peine évoquée et qu'on voit à la faveur de la lumière, mais il ne s'agit pas d'insister. Et c'est là que se crée vraiment le style de Sica, aidé évidemment en cela par l'écriture de Zavattini. Zavattini évoquait pour lui son grand projet. Il disait que c'était 90 minutes de la vie d'un homme dans lesquelles il ne se passe rien. Et c'est ça qui l'intéresse. Et là, on peut faire un écho avec l'une des grandes ambitions de Gustave Flaubert, qui, un siècle auparavant, hein, lorsqu'il écrit Madame Bovary, explique dans sa correspondance qu'il aimerait faire un livre sur rien qui tiendrait par la seule force de son style. Et ici, on atteint un petit peu ça, parce qu'il y a peu d'effets, il y a une économie de moyens qui est assez nette, on n'a pas de gros plans, on n'a pas de zoom brutaux, à l'exception de celui sur les pavés lorsqu'il a cette première idée de suicide, mais on a au contraire une caméra très fluide qui la plupart du temps se contente d'accompagner les personnages. Elle les suit, elle leur donne une place centrale, elle veut les faire exister et elle les montre dans un environnement. Et c'est vraiment là que se situe la manière de filmer de Sica. De Sica filme avec empathie, en réalité, c'est un style de la sensibilité qui montre justement des êtres à qui il a envie de donner une véritable place. Et c'est évidemment, dans le film, tout ça converge vers cette séquence finale qui est celle de la tentative de suicide et qui est éminemment ambiguë et qui reprend cette idée d'un film dans lequel la narration serait le plus gommée, parce qu'on est sur un final qui est un final suspendu. Certes, il ne se suicide pas,
mais en même temps, on le voit dans une situation où rien n'est réglé. Au contraire, il n'a absolument plus rien, il s'est débarrassé de tout. Et alors qu'il pensait faire ses adieux au monde, il y a un dernier sursaut qui fait qu'il ne passe pas à l'acte. Il y a une thématique qui est importante, même si elle est un peu discrète, c'est celle quand même des valeurs chrétiennes. C'est-à-dire qu'elles sont là, présentes, hein, chez Zavattini et De Sica, et pour eux, ce n'est pas une option de considérer le suicide comme une solution. Et si on regarde bien, il y a effectivement, dans les derniers actes, en réalité, de Umberto, ça ne consiste pas vraiment à se suicider, ça consiste surtout à savoir ce qu'il va pouvoir faire pour son chien. Où est-ce qu'il va le laisser? Qu'est-ce qu'il va advenir de lui? Et tous ces derniers actes, avant son adieu, sont en réalité encore pour quelqu'un d'autre. On est dans l'inverse de l'égoïsme, entre guillemets, que pourrait être celui du suicide, hein, où on décide d'attenter à ses jours. Et d'une certaine façon, c'est comme s'il y avait un retour de cette charité par le sursaut de vie de ce chien qui le pousse à ne pas commettre cet acte-là. Il n'en demeure pas moins qu'on reste, hein, dans une situation d'une précarité extrême, et cette ligne de fuite qu'on a, cette très belle allée, hein, qui donne sur un horizon, mène vers quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu. On peut évidemment, hein, se poser la question du parallèle entre ce dernier plan et celui des temps modernes de Chaplin, qu'on avait projeté ici, dans lequel on voit, hein, le couple qui part justement vers l'horizon, sans solution, toujours dans la misère, mais avec cet élan, avec cette force vitale qui a l'air de justifier le fait qu'on continue à vivre. Et le fait qu'on ait des enfants qui viennent dans les dernières secondes, hein, du film, dans le sens inverse de là où va le vieillard, redonne justement, remplit le cadre d'une force, de quelque chose qui peut encore laisser un espoir et laisser quand même la vie un petit peu à sa place d'une certaine manière. La question, c'est celle évidemment de la morale que laisserait ce film-là. Comme on l'a vu, l'ambition du style qu'on a de cette épure, ce n'est pas du tout une ambition formaliste, c'est une ambition humaniste, même peut-être moraliste, et qui se poserait la question de savoir finalement qu'est-ce qu'on fait de ces personnages. Parce que si on revient sur l'insuccès du film et sur justement l'intervention du secrétaire d'État, Andreotti, on se rend compte que ce qu'il faisait, très clairement, c'était encourager les gens à détourner le regard de cette réalité de l'Italie de l'époque. C'est dire non, on ne doit pas montrer ça, on doit montrer autre chose, on doit montrer la réussite. Et finalement, ça ne rend le film qu'encore plus indispensable. Il ne parle que de ça, des gens qui détournent le regard et de cet être seul qui finalement n'a pas le droit d'exister. Et qu'est-ce qu'il a fait dans son film, à part le regarder avec empathie, de la même façon que Zavattini a créé ce personnage avec un profond amour pour justement le faire exister. Donc ce dont a réellement besoin, en réalité, le personnage d'Umberto D, c'est du public. C'est du public qui le regarde, et c'est du public qui en fait se rend compte que cette fameuse force vitale qui reste, et la dernière énergie qu'il pousse à justement faire en sorte que ce chien vers lequel il a dirigé tout son amour, eh bien, puisse encore vivre, cette énergie-là, c'est la dignité. Et le travail de Zavattini et de Sica consiste à tout simplement ouvrir les yeux des spectateurs sur la dignité de ce personnage pour qu'ils puissent les garder ouverts en quittant la salle. Et qu'ils, justement, accordent ce regard à tous les Umberto de la ville qui ne demandent qu'à être vus. Merci de votre attention.